On répond à des besoins fondamentaux des entrepreneurs et IA, digital ou pas, on est des métiers utiles qui reposent sur une relation de confiance très très forte. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club que je suis très heureux comme à chaque fois de faire, mais c'est ça la chance en fait de pouvoir faire ce podcast, c'est que je l'ai déjà dit plein de fois, ça me permet de rencontrer plein de monde. Et Jérôme, je suis trop heureux de t'avoir. Ça a commencé très simplement, je le rappelle parce que parfois on me dit ouais les réseaux sociaux, il y a pas de truc, c'est compliqué de toucher. Non, en fait t'as fait un post, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit viens on en parle, on a fait une visio, tu m'as dit ok pour le podcast et te voilà aujourd'hui, sachant que cet épisode est donc diffusé à la rentrée. Et il s'est passé plein de choses sur le premier semestre 2025 dans le métier de l'expertise comptable, pour vous aussi. Et du coup, on va un peu ouvrir le capot de tout ça. Je veux comprendre ton parcours. Qu'est-ce qui a amené la transformation et la création de Ridge ? Évidemment, si on parle de ça, il va falloir qu'on parle vision du métier aussi. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Financiarisation. Voilà un peu le menu de heure et quart à voir en fonction qu'on aura ensemble. Jérôme Kiefer, je suis trop heureux de te recevoir. Bienvenue au micro de l'Accounting Business Club. Merci Alexis, très content d'être avec toi pour ce podcast, super. L'ordre du jour te convient ? Génial. Bon, impec. On commence par une courte présentation pour comprendre. Alors, avant de rentrer dans KP, alors je vais l'appeler KPMG. Ouais, KPMG. Juste avant qu'on commence, je t'ai demandé est-ce qu'il y a des sujets tabous. Tu m'as dit il y a pas de sujet tabou. Donc il y aura aussi les questions des membres de l'Accounting Business Club, les questions qui piquent. Mais ce que je te disais juste avant, c'est que tu vois, pour moi, dans ma vision de quand j'étais collaborateur et même encore aujourd'hui, KPMG, KP, c'était, tu sais, la belle boutique, c'était la tour à la Défense, c'était un esprit. Alors ça bosse beaucoup, pour en connaître certains. C'est des longues journées, des courtes nuits, mais un esprit d'équipe où tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de communauté d'anciens KP où tu te mettais ça sur ta ligne de CV et ça tournait. Et du coup, je suis curieux de savoir toi aujourd'hui. Déjà, quel est ton parcours ? Qu'on comprenne comment t'en es arrivé là, comment tu diriges une entité comme ça et comment tu fais changer d'un point de vue même market une histoire qui a une brand, une marque très forte vers autre chose, et en même temps vous avez fait quand même beaucoup de bruit à la sortie. Ouais, écoute, super. Je peux parler un petit peu de moi, si tu veux, pour commencer, puis après on parlera de KPMG, on parlera de la genèse et de ce qu'on veut faire pour nos clients, pour nos équipes. Peut-être pour parler de moi, 2 minutes. Moi, j'ai un parcours assez atypique, pour ça que je le raconte souvent, parce que c'est intéressant aussi pour les plus jeunes. J'étais un élève très indiscipliné. J'ai eu mon bac tout juste 10,02 de moyenne. Après, j'ai voulu faire médecine, j'ai raté. J'ai fait Sciences Éco, j'ai raté. Je suis parti vivre en Angleterre. J'étais garçon d'étage dans un service de nuit dans un hôtel. Et j'ai bossé là-dedans pendant 1 année et demie. Et puis, c'est ma mère qui m'a dit à 22 ans, écoute, Jérôme, tu peux rentrer en France, reprendre les études. Faut toujours écouter sa mère, je raconte souvent ça. Et je suis rentré à 22 ans pour faire le DPECF. Donc, j'ai repris les études. Je me suis retrouvé avec des gamins de 18 ans alors que j'en avais 22 et un vrai parcours de vie. J'étais assez motive, une fois ces 4 années passées. Ouais, j'étais un peu en mode mort de faim quand même. Et j'ai pris les études. J'ai commencé dans un cabinet indépendant à Strasbourg, dont je suis natif. Et un peu fortuitement, j'ai rencontré un ancien pote de mon bac en ville qui m'a dit écoute, chez KPMG, on recrute, on a encore des places disponibles. Et un peu par chance, à 27 ans, j'ai pu rejoindre KPMG. Avec un CV quand même, avec des trous de tous les côtés, et peu académique pour une grande maison comme KPMG. Mais tout de suite, tu montres quand même un parcours atypique, avec une volonté de travailler. T'es parti, tu vois, t'es sorti de ta zone de confort pour partir en Angleterre. Enfin, tu vois, il y a ça aussi quand tu regardes un CV, tu regardes un peu de l'état d'esprit, j'imagine, en face. Ah ouais, c'est sûr. Et c'est à la fois aujourd'hui, j'en parle très facilement. Mais c'est des étapes de construction de vie que de vivre l'échec, de vivre le doute,
de prendre des moves, de prendre des initiatives, et puis après de construire des choses. Après, je suis rentré chez KPMG. Là, j'étais ultra motivé. Je suis allé très vite. Finalement, j'ai été promu associé très jeune, vers 33 ans. Donc, j'ai eu un parcours très rapide chez KPMG. Et après, j'ai fait plein de choses chez KPMG. Voilà. Sachant que de ce que j'en comprends, c'est extrêmement straté quand même. C'est-à-dire que tu rentres, t'es junior 1, junior 2, c'est tout ça. Donc, t'as quand même été très vite dans ta... J'ai souvent une grosse motivation. J'ai souvent sauté des échelons et je suis passé associé très rapidement. Mais aussi parce que après, j'ai saisi les opportunités. J'ai commencé chez KPMG dans une division dite grand compte. Je faisais des très grosses boîtes. Et à 33 ans, on m'a proposé de devenir associé. Ça supposait de déménager, d'aller faire de l'expertise comptable pour des PME, d'embarquer mon épouse. À l'époque, j'avais qu'un enfant. Donc c'était aussi faire un changement de vie, un pari. Tout le monde me disait, Jérôme, t'es dans les grands comptes, comment tu peux aller faire de la PME, etc. Et moi j'ai fait ce mouvement que je suis tellement heureux d'avoir fait maintenant. Et plus jamais je quitterai le marché des entrepreneurs, quoi. Parce que t'avais un peu ça, c'est-à-dire que t'avais les grands comptes chez KPMG, t'avais plusieurs divisions. Donc t'as les grands comptes. Je parle pas de l'audit, j'ai un peu, parce que pour moi c'est tout en fait. KPMG ça peut tout faire presque. Bah si tu veux, c'est un peu le lien. Il y a mon parcours personnel que j'ai construit et qui est quand même un parcours d'entrepreneur et de savoir vivre ses échecs et ses réussites pour continuer à avancer. Et pour moi, c'est une vraie logique de vie. Et puis après, tu as l'histoire de KPMG. Et l'histoire de KPMG, c'est Fiduciaire de France. C'est une boîte qui a 103 ans aujourd'hui, qui a été fondée à Grenoble et qui a d'abord été fondée pour conseiller des entrepreneurs à développer leur boîte. Et cette entreprise, après, elle est devenue KPMG. Elle s'est organisée en développant les grands comptes, les ETI et puis le marché des entrepreneurs. Et ça fait un peu la genèse de la création de Ridge. Quand je suis devenu DG de KPMG il y a 4 ans maintenant, avec la présidente de l'époque, Marie Guimot, et mon co-DG Axel Rebaudière, on s'est dit comment est-ce que les activités de conseil aux entrepreneurs, donc PME, petites ETI, va mieux se développer demain. Et on a fait une vraie analyse stratégique du marché, de tout ce qui se passe, des attentes des clients qui changent, de la digitalisation, des attentes des équipes qui changent aussi, de l'évolution de la réglementation, enfin tout le bouleversement qu'on vit actuellement. Et on s'est dit, quel est le meilleur avenir pour ces activités de conseil aux entrepreneurs. Et la conviction qui s'est dessinée, c'était de mettre en décision auprès des associés de KPMG en France, à peu près 500, la décision de se dire le meilleur devenir pour ces activités, est-ce que c'est de rester sous la marque KPMG ou bien de se séparer, mais une séparation positive, pour pouvoir créer un pur player du conseil aux entrepreneurs. Et c'est comme ça que c'est né. Mais comment, en fait, pourquoi te séparer de cette marque forte qui est identifiée, alors qui est identifiée quoi, plutôt grand compte, plutôt. Enfin, moi, je vais te dire une anecdote. J'ai commencé en expertise comptable. J'étais à Toulouse. Ouais. Et à Toulouse, tu passes le péage et en fait, t'avais la tour KPMG, tu vois, qui était signée. À la Beige. Exactement, à la Beige. Et donc forcément, beau passage, bel emplacement. Et j'avais plein de potes entrepreneurs qui me disaient, mais je vais avant que je travaille. Enfin, si je travaillais, moi, bref, on travaille pas avec les copains. Ils disaient non, mais je vais chez KPMG, j'achète une signature, tu vois. Oui. Donc il y a quand même ce truc. Alors il y a bien entendu ça. Le moteur profond qu'on a eu, c'est de se dire comment est-ce que on conseille le mieux nos clients, et aussi l'envie des équipes et des associés d'entreprendre, de prendre leur destin en main. Et donc ça a été ça le véritable moteur. Comment est-ce qu'on prend notre destin en main? Comment est-ce qu'on est acteur des grands bouleversements de notre secteur d'activité? Et ça a été une vraie genèse. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote des associés, plus de 90% d'expressions favorables. Les 500 associés, à la fois ceux qui restaient dans l'environnement KPMG et ceux qui avaient vocation à créer Ridge. Et il y a aussi eu tout un cheminement qu'on a eu au sein des associés Ridge et des équipes. Et on s'est dit, on a une marque hyper puissante, très statutaire, qui est notre histoire. Et demain, qu'est-ce qu'on va être? Et qu'est-ce qu'on va dire?
Et on s'est dit, nous, notre fierté, ça va être de dire, on a eu le courage de prendre notre destin en main. On réinvestit tout notre patrimoine professionnel. On ne gagne pas d'argent dans cette affaire. On remet tout dedans. On prend un peu de dette. On prend un peu de risque. Attends, on va y venir un peu après sans ouvrir le montage. Voilà, mais exactement. Mais parce qu'il y avait la volonté d'entreprendre, de créer quelque chose de nouveau. Et ça a été ça, le profond moteur. Et après, je pourrais te parler de toutes les étapes qu'on a franchies. Donc en fait, j'essaie de comprendre, mais même là d'un point de vue managérial, parce que combien il y a de personnes chez KPMG, combien il y a de personnes au moment où tu es DG ? On est 13 000 et Ridge, qui a été créé maintenant, on est 4 500. Donc tu as 13 000 collaborateurs, 500 associés. Ouais. Là, vous faites l'analyse. Tu dis, OK, il y a un moment où on veut reprendre notre indépendance parce qu'on veut faire autre chose et réaffirmer nos valeurs. Ouais. Enfin, affirmer par rapport à la vision. OK. Et ça, c'est parce que c'est américain, KPMG, ça, ils te disent non, en fait, nous, c'est top-down, c'est notre stratégie américaine. KPMG, c'est un réseau d'entreprises indépendantes pays par pays. Donc il y a bien entendu cette décision stratégique qui a été partagée avec le CEO, le chairman monde de KPMG. Et après, c'est une décision qui a été prise de manière volontaire par les associés de la France. Donc là, tu présentes ton analyse. J'imagine, j'essaie vraiment de comprendre même managérialement comment ça marche. Tu présentes ton analyse et tu leur dis, voilà, sortie de votre analyse, je vous soumets le vote. Ouais. 2 options, on reste capé et on voit ce qu'on fait, ou on crée une nouvelle entité avec une nouvelle marque et on va affirmer notre nouveau positionnement, qui est dedans, qui ne l'est pas. Ouais. Et là, ça, sur les 500, t'as 90% qui te disent... Et ça, on le fait à vote anonyme, bulletin secret. Okay. On se réunit dans une salle, tous ensemble, on lance les boîtiers et on attend le vote. Et donc là, tu vois 90% qui dit... C'était chaud, parce qu'on pouvait très bien avoir un autre résultat. Ouais. Mais c'est toute la puissance de l'engagement. Quand tu donnes la liberté de choix aux personnes et que tu mets 0 contrainte, tu prends un risque important qui est que tu aies un refus. Mais en même temps, une fois que le vote a été réalisé, et si l'engagement est fort, ça te donne un socle de confiance collectif sur lequel tu peux avancer derrière. En matière de transformation, en fait, tout le monde adhère directement au projet. Tu as présenté le projet, tu as présenté la vision, et à partir du moment où tout le monde est OK avec cette vision et a dit OK, à commit d'une certaine manière avec cette vision, c'est plus simple, c'est ça, de les transformer. Alors c'est plus simple, et en même temps, on est des êtres humains. Et donc, la théorie des groupes, elle est toujours la même. Tu as des individus qui, d'emblée, étaient très entreprenants et se disaient, on y va à pleine balle, y a du risque, mais c'est pas grave, il y a tellement d'opportunités, on y va. Et puis, il y a l'essentiel des femmes ou des hommes qui sont volontaires, mais qui ont aussi leurs questions, qui ont aussi leurs doutes, qui ont aussi la reconnaissance et la fidélité de la carrière qu'ils ont pu réaliser chez KPMG. Et nous, on n'est pas fâchés. On veut juste créer quelque chose de nouveau. Et donc, il y a à la fois la volonté de se projeter et en même temps une forme d'ambivalence liée à notre histoire. Et donc, il y a eu un vote massif. Mais en même temps, il y avait aussi le sentiment de savoir ce qu'on était en train de quitter, mais pas de savoir ce qu'on allait véritablement devenir. Et tu t'es censé quand même avoir une petite peur du changement, à ce moment-là. T'as une vraie peur, parce que quand on vote, on ne sait pas comment on va s'appeler. Ouais. Là, tu vends une vision. Une vision. On ne sait pas comment on va s'appeler. On ne sait pas quel montage on va faire. On a posé les éléments clés de notre stratégie, mais elle n'est pas encore étayée. On n'a pas écrit de plan d'affaires. Et on ne sait pas comment les clients vont réagir. Et on ne sait pas comment nos équipes vont réagir. Est-ce que nos équipes, elles vont trouver ça super, génial, ou elles vont dire, oh là là, attends, moi je suis venu pour faire un 3e cycle chez KPMG, c'est pas le contrat initial, je m'y retrouve pas, etc. Donc à la fois on est super content, on est grisé, et en même temps on a beaucoup de questions qui demeurent ouvertes, et on sait pas si on va réussir ou pas. Et là, comment ça s'organise ? On te donne le go. Donc, tu as fait ton étude, tu as vendu ta vision, on te donne le go, tu as 90% des associés qui te suivent. Ouais. C'est quoi le next step ? J'imagine que tu as de la structuration, tu as du financement, comment ça s'organise ?
Donc on est content. Ouais. C'est en Donc là, il y a mai. une petite fête, j'espère, quand même. Voilà, exactement. On a le go. Et encore une fois, on fait ça avec la fierté et la reconnaissance du ventre de ce que nous sommes et de ce qu'on doit à la boîte qui nous a fait grandir tous. Et là commence le chantier. Et on était une entreprise 100% intégrée. Une seule entité juridique, un seul système d'information, toutes les fonctions support mutualisées. Et donc là, il faut créer une nouvelle entreprise. Faut que tu sortes. Donc là, combien vous êtes associés à être sortis 260 et 4500 collaborateurs. Et il faut créer une nouvelle entreprise. Et pour créer cette nouvelle entreprise, là, on commence un chantier énorme qui va durer pendant 24 mois, de créer la nouvelle entité juridique, d'organiser le transfert des effectifs, de rebâtir complètement une infrastructure IT parce qu'on n'en avait pas, de basculer tous nos applicatifs dessus, de déployer un nouvel ERP, de déployer un nouveau CRM, de recréer toutes nos fonctions. On n'avait pas de fonction RH, on n'avait pas de fonction finance, on n'avait pas de fonction achat, on n'avait rien de tout ça. Et donc on crée un énorme programme qu'on pilote conjointement KPMG et les équipes Ridge pour pouvoir construire de manière cadencée une nouvelle entreprise. Et sur cette étape, c'est quoi les plus gros points de friction que tu as pu rencontrer ? Parce qu'il y a tellement de trucs à voir là. Mais c'est un projet de fou, parce qu'il fallait tenir le calendrier. Vous aviez une date où on s'était dit... C'est voté, vous devez sortir telle date. Alors on n'avait pas mis la date, mais on savait qu'on avait un horizon de 2 ans sur lequel il fallait qu'on avance. Il fallait tenir le calendrier, il fallait tenir nos budgets. Et à la fin, on avait une incertitude majeure. Tu vois, sur les points de friction, c'était les incertitudes. Est-ce qu'on va trouver un partenaire ? Est-ce que la marque va être acceptée par les clients, par les équipes ? Et puis après, un programme informatique. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui en ont vécu, c'est toujours l'enfer. Et donc, on a eu beaucoup de sujets très chauds, très très chauds. Ouais, t'as dû vivre 2 années... très intenses. Combien de personnes travaillent sur la... Alors, j'imagine tous, mais est-ce que t'as un pôle projet transfo ? Ouais, on était une bonne centaine de personnes qui ne faisaient que ça. Ah ouais. Que ça. Que ça pendant 2 ans. Que ça. Sympa. Ouais, que ça. Okay, j'imagine c'est une entreprise dans l'entreprise. Ouais, c'est une entreprise. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi la différence ? KP existe toujours, il y a Ridge d'un côté. Comment est-ce que parfois vous vous retrouvez en face à face sur certains sujets ? Alors écoute, on a et je pourrais te le raconter après, on a lancé la marque le 15 janvier dernier, qui a été un moment d'émotion extraordinaire. D'ailleurs, je vais t'en parler une minute si tu veux, bien et sûr, après je te parle de nos relations. Ouais. On a eu plein de chantiers techniques dont je t'ai parlé, la gestion de l'adhésion, etc. Et le gros morceau, c'était le lancement de la marque. Parce que la marque, c'est identitaire, c'est totémique, et c'est défini par ça. Et voilà, à la fois, on était contents, et en même temps, on quitte une marque mondiale que tout le monde connaît, etc. Donc on a travaillé à la conception de la marque pendant 6 mois. Moi, je suis très collaboratif. Et je suis très dans la transparence. Et donc, ce que j'avais envie de faire, c'est faire un énorme chantier collaboratif pour la définition de la marque. On a choisi une agence et elle nous a dit « Non mais attends, la marque, c'est tout sauf collaboratif. Ça marche pas. Parce que tu vas avoir des fuites et tout le monde a un avis. C'est comme la destination des vacances ou les fringues ou les restos. Tu as 50 000 avis et donc tu n'y arriveras pas. Et donc, la création d'une marque, ça se fait à 3 ou 4 personnes. Pour un groupe aussi gros, ok. Et c'est un choix. Là, qui tu choisis ? Donc j'ai une personne de grande confiance qui a conçu la marque, que je salue, qui est Nicolas, qui est Baudouin, qui est dans l'équipe. On ouvre à 1 ou 2 autres personnes de confiance et on prend 2-3 personnes opérationnelles qui ont le bon état d'esprit, l'envie, etc. Et on fait un tout petit groupe. Et on travaille à la conception de la marque. Pendant 6 mois. Complètement en chambre. Je me retrouve après avec 2 choix de marque, Ridge et une autre que je peux pas citer. Ah, etc. Dommage, j'allais te demander. Voilà. J'allais te demander à côté de quoi on est passé, tu sais, tout de suite pour pouvoir. Ah non, mais attends, en fait, c'était un truc beaucoup plus sage, beaucoup plus consensuel, et on fait le choix de Ridge. Je t'expliquerai après pourquoi on fait le choix de Ridge et on part là-dessus. Et après vient
la question du lancement. Parce que toutes les agences nous disent, finalement, la marque, c'est important, mais tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est l'adoption. C'est pas le nom ni la couleur, c'est la manière dont les gens vont se l'approprier et la vivre. Et vu que, même s'il y a l'IA, le digital et tout ça, on est dans des métiers de femmes et d'hommes, on est dans des métiers de relations. Et donc, ce qui compte, c'est que les équipes, elles soient contentes et qu'elles adorent la marque. Et que du coup, elles en soient fières. Et que quand elles voient leurs clients, elles disent, voilà, je suis devenu un ridger, une ridgeuse, j'adore mon projet et je suis content de continuer à travailler avec vous. Et qu'ils fassent aussi la promotion avec leurs copains, leurs copines, le soir, le week-end, en disant, voilà, moi je suis fier, dans la famille, on a un projet, etc. Et donc là, on a fait un pari très important. Toutes les agences nous disaient, la marque, vous la donnez aux équipes la veille du lancement client. Comme ça, il n'y a pas de fuite. Ah ouais. Et moi, je trouvais ça... Sans avoir l'adhésion, c'est-à-dire que tu leur sors à toutes les équipes, partout, dans les bureaux, partout en France, une nouvelle marque la veille, au fait, et moi, je trouvais ça ça violent et pas respectueux de l'aventure collective qu'on fait, parce que c'est une aventure collective. Pour faire un truc comme ça, il faut avoir la foi et l'envie de faire un truc ensemble. Et donc, on n'a pas suivi cette reco. Et 3 mois avant, on a fait une énorme fête où on a lancé la marque en interne. Et on leur a dit, on vous donne tout, mais il n'y a rien qui sort. Et pendant 3 mois, il n'y a rien qui est sorti. Donc là, t'as quoi? T'as les 4500 collaborateurs? 4500 personnes connaissent la marque, le logo, tout, ont le temps de s'approprier, de faire leur propre chemin personnel, parce que ce chemin, il avait été fait par les associés, mais les équipes, elles n'avaient pas fait ce chemin, elles n'avaient pas eu les réflexions stratégiques, etc. Et puis elles sont dans leur quotidien. Et donc on a fait 3 mois pour pouvoir ensemble cheminer, traiter nos propres peurs, discuter, etc., créer de l'intimité. Il n'y a rien qui est sorti, rien sur les réseaux sociaux, aucune fuite, ce qui est incroyable, le niveau de confiance et d'engagement. Et le 15 janvier, on a lancé la marque. Sur les réseaux sociaux, on a fait un buzz de ma boule. Ah ouais, vous ne pouvez pas ouvrir LinkedIn. Si quelqu'un faisait un autre post à ce moment-là, le pauvre, il a été noyé dans Rage. Ah ouais. Mais voilà, c'était pas le but, mais on était quand même content. En termes de com, c'était beau. C'était beau. Tout le monde a switché les posts à ce moment-là. Exactement. C'était un vrai. Tu sais combien on a dépensé, hein? En organique, 0. 0. Ouais. 0. On a créé un email. Et après, tout le reste, c'est l'engagement des personnes. C'est une vraie leçon sur ce qu'on peut faire quand les gens croient à ce qu'ils font. Là, la leçon, et c'est important, c'est que donc tu l'as fait de ton côté, de ton côté avec ton tout petit comité, oui. T'as travaillé. Tu t'es mouillé quand même, parce qu'à ce moment-là, quand t'annonces à tout le monde de ton côté, ok, c'est ça la marque. Et puis tu leur as dit c'est ça la marque, ou tu leur as dit voilà les 2 choix, on vote? Non, j'ai pas fait de vote. T'as dit c'est ça la marque. Ouais, et j'ai pas donné l'autre, je la donnerai pas. Et pour ceux qui me connaissent pas bien, mais moi je suis très à l'écoute, et donc j'aime pas faire ça. Je suis pas du tout dans l'autoritarisme, décider tout seul et top tout. Down, quoi. Non, moi j'adore le travail en équipe, j'adore. Enfin, je pense qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs, et que c'est la confrontation des points de vue qui fait que on avance. C'est une aventure collective. Mais là, il fallait le faire. Ce qui a bien été important, c'est plutôt d'expliquer le rationnel de qu'est-ce que cette marque doit incarner, quel positionnement client on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut dire aux équipes, qu'est-ce qu'on veut dire au marché, et par voie de conséquence, quelle est la marque. Donc ce qui est vachement important, c'est l'histoire et le sous-jacent de la marque. Expliquer pour qu'ils adhèrent tous, et qu'après tu leur as fait un mail pour leur dire voilà, c'est officiel, c'est demain, et on a fait une fiesta. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Pour. On a fait une fiesta, on a fait un multiplex, on s'est connecté 4500 à travers tous les bureaux de France, et en même temps on a fait le reveal au même moment dans toute la France. Nice, ça doit être un beau moment. Ah, c'était beau. Ouais, ça doit être sympa à vivre. Émotion. Ouais, même ça doit être un petit truc à vivre. Ouais. Avant que tu m'arrives, parce que tu vois, si tu vas m'expliquer vision, mission, valeur, tout ça, ça va être. Après, je veux revenir sur les relations du coup que vous avez maintenant avec Capé. C'est quoi? Donc ça, c'était le lancement de la marque. Après, on a cherché un partenaire. Je vais t'en parler. En décembre dernier, on a signé. Donc on a trouvé un partenaire, Tower Brook. Après, il y a beaucoup de techniciens qui se connectent, donc on a fait un closing. Le closing, on l'a réalisé jeudi dernier. Attends, tu m'as perdu. Jeudi de la semaine. Ah ouais, attends, il faut que je fasse attention aux dates. Jeudi, fin juin. Ok. Et on est devenu une entreprise juridiquement indépendante fin juin.
Donc il y a quelques jours quoi en fait, parce qu'on enregistre le 2 juillet. Exactement. Le 26 juin, on est devenu une entreprise indépendante. Attends, je reviens juste 2 secondes sur le partenaire financier du coup que tu as trouvé, parce que ça ouvre un peu la brèche. Ouais. Je vais ouvrir toutes les brèches. Je savais. Mais du coup, parce que c'est quoi? C'est les associés, sans rentrer dans le package, mais en gros, pour créer tout ça, j'imagine qu'il y a dû avoir une holding, donc du financement, donc et donc là, tu te dis tous les associés et peut-être des collabs que vous avez voulu mettre au package, je sais pas. Mais... On va t'en parler, je peux t'en parler. Je veux bien comprendre un peu. Le mécanisme, il est assez simple. C'est on rachète les activités d'expertise comptable, gestion sociale, conseil, avocat dédiées aux entrepreneurs à KPMG. Okay. Pour faire ça, les 260 associés que nous sommes, on n'avait pas assez de sous. Et donc, il fallait qu'on complète le tour de table. On aurait pu mettre un levier de maboule sur la dette, rentrer dans une logique très financière qui était on travaille pour rembourser la dette. Principe du LBO ou de l'OBO. Mais très financier, très sur les flux. Nous, ce qu'on voulait, c'est un projet de croissance. Nous, on veut se développer, on pense qu'on a une super vision, on pense qu'on a un super projet, on veut attirer des jeunes, on veut attirer des clients, on veut attirer des cabinets. Et donc, on voulait un projet de croissance. Et donc, pour compléter le tour de table, on est allé chercher, avec KPMG, un partenaire financier, Tower Brook, qui est venu s'associer à nous. Et donc, ensemble, on a fait le tour de table de la holding de reprise, puis on a levé une dette complémentaire et on a racheté ces activités auprès de KPMG. C'est comme ça qu'on a structuré. Est-ce que à ce moment-là, tu sais que tu vas aller chercher un partenaire financier, il y en a de plus en plus qui regardent la profession. Ouais. Comment ça se passe? T'en rencontres plusieurs? T'as différents types de propositions? Là, c'est plus pour moi pour essayer de comprendre un peu les alors, tu vois, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui, parce que l'opération est importante, on parle beaucoup de la financiarisation de la profession. Moi, je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais financiariser la profession. Nous, on voulait prendre notre destin en main. On a une reconnaissance du ventre vis-à-vis de KPMG. On veut développer la boîte. On veut entreprendre. Et pour ça, comme tout entrepreneur, on structure notre capital, on structure notre dette, on trouve des moyens financiers pour croître. C'est ça la genèse de l'histoire. Retour à l'entrepreneuriat, quoi. Et c'est de l'entrepreneuriat. Et on remet notre patrimoine, je te l'ai dit, professionnel, 100% dedans. Donc, en vilain anglais, le skin in the game, il est total. Faut que ça marche, parce que, sauf ceux des gens qui ont des fortunes personnelles ou familiales, sinon le pognon, il est là. Hein. Je le traduis. Et après, je te parlerai du process. Ouais, je le traduis, ça veut dire qu'en gros, tous les associés, vous n'avez pas fait un cash out, vous n'avez pas rentré d'un coup, profité de cette opération pour vous enrichir d'un coup personnellement, vous dérisquer. Non, vous avez tout remis au pot dans la machine du dessus pour refaire. Si tout grossit bien et que le projet. Après, après, si on crée de la valeur, on sera content. Ouais. Et ça, c'était la discussion initiale qu'on a eue au sein des associés. C'est un projet où on prend notre destin en main. C'est un projet de croissance. Et c'est un projet dans lequel on implique les équipes, puisque là, on a finalisé notre autonomisation. Et à la rentrée, on lance l'ouverture du capital aux managers et aux équipes. Je crois beaucoup à ça. Tout le monde doit profiter de la création de valeur qu'on va générer. Ouais, à la façon start-up, quoi. Ça grandit et tout le monde est incentivé. Et on gagne tous ensemble. Ouais. Et après, pour répondre à ta question, on a réalisé un véritable process financier. Donc, des banques conseils ont été nommées. Et j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs. Je peux dire, j'en ai rencontré vraiment beaucoup. Et il y a de tout. Voilà, il y a de tout. J'ai rencontré des gens très financiers, j'ai rencontré des gens très entrepreneurs, j'ai rencontré des fonds majos, j'ai rencontré des fonds minots, j'ai rencontré des fonds de partenariat. Nous, on est dans un fonds de partenariat. J'ai rencontré, donc le mot investisseur ne veut rien dire. Il y a dedans plein de stratégies d'investissement et de personnes différentes. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que surtout le gros mot de la financiarisation, en fait, dessous, il y a plein de... C'est à chaque fois c'est des projets à part entière, quoi, avec des thèses, j'imagine. Oui. Et tu vois, nous, on s'est associé avec Tower Brook. Tower Brook, pourquoi est-ce qu'ils nous ont choisis et pourquoi on s'est choisis ?
parce qu'ils aiment et ils croient dans les business de personnes. Et pour moi, c'était hyper important. On n'est pas des usines, on n'est pas des robots. On est des gens qui ont besoin de croire dans ce qu'on fait. Il y a besoin d'autonomie, il y a besoin de responsabilisation. Il y a la satisfaction du service qu'on rend aux clients. C'est quand même ça qui nous nourrit tous. Le meilleur kiff, c'est quand même quand un client dit merci. Après, il y a l'argent, il y a les promotions, il y a le statut. Mais on vit quand même tous d'abord par la reconnaissance de nos clients quand on les aide à réussir ou à éviter les catastrophes. Et donc, on avait besoin d'avoir un partenaire qui croit en ça. Et puis après, un partenaire qui aime les stratégies de croissance. Et donc, c'est pas le cas de tous. Voilà. Toi, humainement, à ce moment-là, t'es donc DG, ça fait 4 ans que t'es en poste chez KPMG. Tu présentes le truc, ça tourne, ok, tu lances le projet, vous êtes 100 à bosser sur le projet. Toi, t'as quand même KPMG qui continue, enfin, t'as tes activités de continuer de tourner et tu gères en plus tous ces rendez-vous. Comment tu t'organises? J'ai ouvert une nouvelle porte. Je reviendrai après sur des sujets. Non, mais je peux t'en parler. Moi, j'ai sans parler trop de moi, mais ça, c'est des partages d'expériences qui sont intéressants pour d'autres dirigeants et aussi pour des parcours de vie. T'as plusieurs sujets là-dessus. Hein. Et si je te partage ma propre expérience, il y a d'abord un enjeu de respect et d'écoute de soi-même qui est hyper important. Alors, chacun ses routines, il y a un côté quand même hygiène de vie. Hein. Tu peux pas picoler et faire la fête et te mettre dans le dur. C'est trop exigeant. Là, tu rentres dans le sport de haut niveau. Et donc, il faut quand même être très vigilant sur le sommeil, la bouffe, un peu de sport. Après, il y a un autre sujet, c'est quand même le respect de sa sphère personnelle. Le gros risque, quand tu as tellement de choses à faire, c'est de t'oublier et de t'oublier tes proches. Or, c'est ça la base. Ouais, ça reste ça le socle. Bah oui. Alors les que quand amis, même, tu dois avoir famille, tellement de sujets à gérer. Il faut que c'est quand même le sujet le plus important. Et donc, le mauvais réflexe, c'est de se dire, je mets entre parenthèses ma personne ou mon cercle familial, amical, parce qu'il y a trop de boulot. Donc ça, c'est l'erreur fatale, parce que tu t'assèches de l'intérieur. Et puis après, faut avoir une bonne équipe. Hein. Et donc, nous, on est une équipe de feu, et on s'est forgé là-dedans. Et j'ai des gens qui, on était quand même un peu à la vie, à la mort. Et donc, tu as besoin d'avoir des gens qui t'ont une confiance totale, avec lesquels tu peux partager la charge émotionnelle et de travail qu'il faut réaliser. Parce que tu l'as parfaitement résumé. J'avais encore un job de DG. Il fallait quand même que le quotidien tourne. Et en même temps, on avait un projet qui accaparait toutes les ressources. Donc, tu as 3 trucs majeurs, là où normalement, tu n'en as que un à faire. Et c'est déjà beaucoup. Ouais. Et c'est déjà beaucoup. On en parlait juste avant de commencer. Je te disais, OK, on va directement à l'essentiel. Mais là, tu as 3 essentiels tous les jours, quoi. Voilà. Et donc, l'écoute de soi, un peu de discipline. Et moi, j'ai été toujours beaucoup coaché. J'allais te demander, pour arriver à ça, Toujours. J'ai été coaché quand j'ai commencé à avoir des responsabilités plus larges. Et pendant ces périodes, j'ai toujours été coaché. Je crois beaucoup à ça. Ça, c'est toi perso, c'est la culture de la boîte qui arrive à un certain niveau, dit OK, on prend un coach. Écoute, moi je le propose systématiquement parce que ça m'a personnellement énormément aidé. Est-ce que c'est complètement dans la culture de la boîte? Je ne sais pas. Ça demande beaucoup d'humilité parce qu'il faut accepter la mise à nu, il faut accepter le regard de l'autre, il faut accepter le challenge. Tu as un sujet d'accueil de la réalité, tu as un sujet de laisser tomber l'ego et d'avancer. Donc, je sais pas. Moi, j'y crois beaucoup et je sais que ça m'a énormément aidé. Et après, tu as un dernier truc, l'importance d'avoir 1 ou 2 personnes dans ton équipe qui peuvent être cash avec toi et te dire, là, c'est bon, là, tu déconnes, ou là, ça gueule et il faut que tu l'entendes, même si tu n'as pas envie. Tu veux dire des gens qui soient pas politiques et qui te disent pas, parce que quand t'es DG, tu dois quand même avoir pas mal de monde qui est sympa avec toi. Donc t'as au moins 2 personnes dans ton cercle qui te regardent avec un vrai œil et qui peut te dire pas de politique, du business. Et je vais revenir, je veux savoir la relation avec KP. On y est toujours pas. Je t'en parle tout de suite si tu veux. Mais en fait,
Ouais, commençons par ça et après je veux comprendre parce que Talm, donc là tu viens de signer, vous avez l'entité, ça veut dire quand même qu'il y a un projet, il y a une vision, tu vois, Ouais. de ce que tu as vendu et j'imagine qu'un fonds il rentre, de ce que j'entends, entre 5 et 7 et 10 ans potentiellement. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu lui as vendu et dans 5, 7 ou 10 ans, je pense, et avec tous les échanges qu'on a avec tout le monde, que le marché sera plus le même. Ouais. Et donc je suis curieux de savoir, après la relation avec KP, on entre bien sûr. sur ça. KPMG, c'est simple. Donc, on est devenu maintenant une entreprise indépendante. Donc, nous n'avons plus de lien capitalistique, plus de lien contractuel. On a une histoire commune. On opère sur des marchés qui sont quand même assez différents. KPMG a une stratégie de développement qui est d'abord sur les grands comptes et les belles ETI. Nous, on a un positionnement qui est entrepreneur, TPE, PME et les ETI, mais qui ont une dimension entrepreneuriale. Donc, on a des marchés qui sont plutôt complémentaires. On a très peu de chevauchement sur nos offres. Et donc, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder des relations business. Parce que je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Et puis, il y a l'histoire commune, etc. Mais je te reprends l'exemple que j'ai de mes potes à Toulouse où on passe sur le péage et on passe devant. Ils ont identifié KP comme signature KP, quand bien même ce soit des TPE. Ouais. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est quoi? C'est parce que vous êtes potes, ils sont restés, ils ont les grands comptes et du coup, quand mon ami il y va, il lui dit ok, je cherche un expert comptable pour ma TPE. C'est ça, notre idée. Il te renvoie. Exactement. Et inversement. C'est là les relations, quoi. Et inversement. Ouais, vous restez quand même un peu des cousins, quoi. Oui. Et puis sur le territoire, on est souvent. Aujourd'hui, on a 200 implantations, on en a 40 qu'on partage. Donc voilà, vous avez quand même réussi à garder des liens très forts, quoi. Ouais. Il y a bien entendu dans ces grandes opérations, tu as des petits moments de friction. Mais comme on a eu des moments de friction au sein de Ridge, parce que quand tu as une telle intensité et un tel niveau d'enjeu, on est des êtres humains, des fois ça chauffe. Mais ça c'est normal. C'est pas pour autant que demain on va pas faire des trucs ensemble. Stop. Instant de vérité, votre marque, elle existe ou elle existe? La différence entre les deux, on l'a transformée en méthode chez Booster Digital. Alors pour passer d'invisible à incontournable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Téléchargez notre guide, c'est offert et c'est en description de l'épisode. Et maintenant, on y retourne. Qu'est-ce que tu leur as vendu à tous ces fonds quand tu les rencontres? C'est quoi la vision? Tu vois, écoute, certains disent le marché est mort, l'IA va tout prendre, d'autres. Mais ce que j'ai partagé, et j'ai toujours été très constant, que ce soit avec le codir de Ridge, avec nos équipes, ou avec quand on a cherché notre partenaire, tu as un premier sujet qui est que nos métiers sont des métiers de première nécessité pour les entrepreneurs. Et ça, tu peux parler d'IA, de crise, etc. On est des métiers profondément utiles. L'exemple le plus patent et qui est assez récent encore, c'est Covid. Je veux dire, on a tous bossé comme des chiens pendant le Covid, hormis le fait qu'il fallait se réorganiser. On est des métiers de première nécessité. Donc on répond à des besoins fondamentaux des entrepreneurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça c'est fondé sur une chose, c'est que les entrepreneurs, c'est des femmes et des hommes qui mettent leur vie, leur patrimoine, souvent leur santé, souvent leur famille, dans la boîte. Et donc ils ont besoin d'être aidés. Et donc on va les aider en leur apportant tout le confort, des déclaratifs, etc., etc. Mais on sait très bien, tous les gens qui sont sur ces activités, que ce qu'ils achètent avant tout, c'est la confiance qu'on va leur aider à avoir dans leur business et la relation de confiance qu'on va nouer. Et donc, la conviction profonde que j'ai et que nos partenaires ont aussi, c'est qu'on répond à des besoins fondamentaux des entrepreneurs. Et IA, digital ou pas, l'entrepreneur, il a toujours ses besoins. Et deuxième élément, ça repose sur une relation de confiance qui se noue entre l'entrepreneur et la personne qui l'aide. Et quand on fait bien nos boulots, on appelle, ou ils nous appellent nos clients régulièrement, et ça va perdurer, ça c'est sûr. Et donc c'est ça le sujet de fond. On est des métiers utiles qui reposent sur une relation de confiance très très forte.
celle de l'expert comptable, il y a les avocats, les notaires, les consultants aussi, mais toutes les études le montrent, le lien de confiance qui s'établit entre un expert comptable et son client, c'est un lien hyper fort. Donc ça, c'est le sujet de fond. Après, le deuxième sujet, une fois que tu as acquis cette conviction profonde qu'on est sur des métiers utiles et durables, c'est que c'est des métiers qui ont des opportunités de développement de ma boule, parce qu'on sait que nos clients entrepreneurs attendent énormément de choses qu'aujourd'hui, on ne leur apporte pas. Le pilotage, la gestion financière, la gestion des RH, le recouvrement, le cash, la cyber, on n'en parle pas assez, mais c'est un sujet de dingo, la sécurisation du patrimoine, etc. Et donc, le fait d'avoir un accompagnement 360 degrés, ça, c'est un vrai levier de développement pour notre boîte et de réponse aux besoins de nos clients. Mais là, tu parles du marché ou tu parles de Ridge? C'est-à-dire que tu as des clients en portefeuille, ce que je pourrais appeler des clients dormants si je réfléchis au chiffre d'affaires pur. C'est-à-dire qu'en fait, tu leur fais l'émission traditionnelle de présentation des comptes annuels avec peut-être un peu de conseils au passage. Oui. Et du coup, tu analyses ton portefeuille, tu te dis, OK, on a tout ça qui dort, on peut venir rajouter, structurer des services. C'est pas des services que vous avez encore, alors, vous les avez, mais on les a c'est déjà, pas activé. Mais pas suffisamment. Et on sait qu'il y a un besoin client. Et soit c'est pour faire du chiffre d'affaires en plus, soit c'est déjà pour satisfaire le client, parce que la satisfaction du client, c'est quand même le sujet clé. Donc il y a eu la conviction qu'on est sur des besoins primaires, que ces besoins primaires, ils reposent sur une relation de confiance et une relation humaine, et ça, moi j'ai l'intime conviction que ça va perdurer. Et derrière, il y a des leviers de développement importants. L'accompagnement 360 degrés, c'est un véritable levier de développement. Autre levier de développement très fort, bien entendu, c'est, après je parlais des croissances externes, c'est tous les leviers du digital. Et moi je me bats contre le biais cognitif qui est le digital égale gain de productivité, égale je vais me faire tuer, égale je vais me faire fouetter, égale est-ce que je suis du bon côté de la barrière, c'est-à-dire du digital ou de l'humain. Et nous, toute la stratégie de développement qu'on a développée, si je me répète, c'est de dire, avec le digital, comment on conseille mieux nos clients, comment on a une relation plus régulière et plus fluide avec eux, comment on leur offre plus de services qu'ils réclament et comment on les fidélise mieux. Et c'est comme ça qu'on a construit une stratégie digitale. Et après, derrière, il y a des sujets d'outils, il y a des sujets de gestion du changement, il y a des sujets de pilotage, des sujets de gain de productivité. Mais il faut partir d'abord de comment est-ce qu'avec le digital, j'accompagne mieux mes clients, et il faut se le dire quand même, comment est-ce que j'enlève un certain nombre de tâches rébarbatives du quotidien des équipes, pour aller sur ce qui est sympa. Moi, j'ai fêté mes 50 ans. Moi, j'ai connu les années chiantes où tu pointes, tu photocopies, etc. Enfin, franchement, on va être libéré de tout ça. C'est quand même plutôt sympathique. Hein, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. C'est clairement pour le mieux. Je pense. Voilà. C'est plus agréable. En tout cas, intellectuellement, c'est plus agréable à faire au quotidien. Même s'il va y avoir des gros changements. Ouais. Et comment t'embarques alors, non, avant de je t'arrive sur comment t'embarques les collaborateurs, je voulais revenir sur le troisième point dont tu parlais. Il y a potentiellement de la croissance externe en matière de développement. Ça, c'est le troisième élément. Il y a 3 éléments clés. Il y a l'accompagnement des clients. Il y a le digital. Il y a aussi un sujet quand même talent, attractivité. Je t'ai parlé, ouverture du capital et aussi le plaisir, etc. Et puis après, il y a la croissance externe. On le sait, hein, et puis tu as reçu, on en parlait, d'autres acteurs de la profession. Le marché est ultra fragmenté aujourd'hui. Donc, il va y avoir des mouvements de rapprochement qui se sont déjà opérés. Moi, je pense qu'il y aura toujours de la place pour tout le monde. Et donc, je le racontais une fois, je suis pas sûr que si j'avais 28 ans aujourd'hui, je commencerais pas en indépendant, hein, parce qu'il y a aussi des choses à faire, je pense. Il y aura différents modes d'exercice. Il faut bien choisir sur chacun de ces modes d'exercice sur quoi tu te mets, parce que c'est sûr que l'expert comptable tradit en indépendant, là, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions. Se monter en niche avec un modèle très agile, très digital, très entrepreneurial, je pense qu'il y a des trucs rigolos à faire.
Nous, on croit à l'accompagnement 360 degrés. Pour ça, il faut une taille. Parce qu'il faut pouvoir investir dans différentes lignes de service, pouvoir donner des parcours de carrière. Et puis nous, on aime travailler en équipe. Nous, notre kiff, c'est d'être une fédération d'entrepreneurs et on aime travailler ensemble. Donc moi, j'aime travailler en collectif. On aime tous travailler en collectif. On aime la collaboration. Et donc, c'est ça notre sujet. Et donc, il y aura des rapprochements qui vont s'opérer pour pouvoir pas être plus gros. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas que la mode soit la taille, mais pour être un collectif plus fort. C'est ce que en fait, c'est que sur ta croissance externe, c'est moi, je suis dirigeant d'un cabinet de, je sais pas, ce serait quoi, 10, 20, 30, 50 personnes. Exactement. Quelque part dans je suis un associé, deux associés, 20 collabs. Ouais, 2 associés, 20 collabs. Ouais. J'ai pas de bureau Ridge à côté. Et je me dis, j'en ai marre d'être seul. Pourquoi pas rejoindre Ridge Exactement. Mais qui serait du coup, à la différence d'un réseau, c'est une autre forme, tu l'as dit, c'est une forme de collectif. C'est une entité, quoi. Tu deviens associé de cette entité générale. Ouais, tu t'associes parce que ce à quoi nous on croit, c'est l'alignement des intérêts. Et donc, nous, on a tous investi ensemble dans le même véhicule. Et donc, on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça, c'est l'alignement des intérêts. Moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est ça qui forge le collectif. Et après, on est des entrepreneurs. Donc, chacun développe son activité, chacun développe ses clients, manage ses équipes. Par contre, il a la force d'une marque, je pense qu'on est en train de bien installer. Il a la force d'avoir une multitude d'expertises qu'on va lui mettre à disposition, qu'il n'arrivera jamais à développer tout seul. On est en train, je le disais, d'investir sur l'IA. On va fortement accélérer à la rentrée. Donc, on va lui mettre à disposition des agents. On va l'aider à former ses équipes. Attends, t'as ouvert trop vite la porte de l'IA. Voilà, mais on lui donne. Voilà, mais tu vois le sujet. On va lui apporter toute une multitude de ressources, de moyens pour pouvoir développer sa boîte et en ayant un mécanisme de création de valeur plus fort, je pense, que s'il continue tout seul. Surtout ces sujets de fonction support, justement, est-ce que c'est centralisé à Paris et tout le monde en bénéficie? Chacun peut avoir... Non, on a un modèle plutôt régionalisé parce que, tu vois, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand on nous compare à un réseau bancaire ou à un réseau d'assurance. Ça, je sais pas que j'aime pas les banques et j'aime pas les assurances, mais nous, c'est l'antithèse de ça. Nous, ce qui compte, c'est que on est des équipes, des associés, des collaborateurs qui croient en ce qu'ils font, à qui on donne la chance d'avoir les meilleures formations pour avoir la meilleure technicité, les meilleurs soft skills, etc., et qui puissent faire vivre leur activité en proximité. Et donc pour ça, il faut donner un support de proximité. Et ça, c'est ce qu'un grand réseau peut payer et apporter plus que tout autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mutualiser certains moyens, qu'il n'y a pas des sujets d'économie d'échelle, mais c'est un modèle de proximité. Et encore une fois, avec le digital, ça permet d'avoir des modèles de proximité et de responsabilisation individuelle encore plus forts. J'ouvre la porte de l'IA, on en parlait juste en off avant qu'on commence, parce que c'est quand même un gros sujet, mais c'est intéressant de comprendre, compte tenu de tous les changements, tu vois, il y a deux gros big bang qui arrivent en même temps, tu vois, la facture électronique. Et en plus, c'est ce qui est, enfin, tu vois, on parlait hier à la journée Cégide, on parlait hier de transformation, de comment tu fais pour embarquer les équipes dans la transformation avec Biljana Todorova, qui est neuroscientifique et qui viendra dans le podcast à la rentrée. Ouais, et vraiment passionnant. Et tu vois, elle donnait l'exemple de, si tu veux vraiment, il y a eu un cas, je sais plus, une guerre au Mexique où en fait le dirigeant, enfin le général de la guerre, pour forcer son armée à gagner, il a brûlé les bateaux, comme ça ils étaient là-bas, ils ont été obligés de gagner. J'ai peut-être un peu vulgarisé l'histoire, vous me direz si jamais c'est ça, mais grosso modo c'était ça le message. C'est-à-dire, t'as pas le choix, t'as pas de plan B. Et on parlait de changement des cabinets, comment tu fais, etc. Et en fait, là, la personne qui brûle le bateau, c'est même pas le cabinet qui a le choix de brûler le bateau. C'est-à-dire que c'est l'État qui te met la facture électronique et qui te dit, ok, ça déjà, t'es obligé de changer. Et ensuite, t'as l'intelligence artificielle avec des boîtes type OpenAI, type Mistral, type Claude, qui arrive et qui dit, au fait, par-dessus, on arrive avec des technos qui viennent vous bouger. Donc, si vous bougez pas, le bateau, il brûle. Comment, dans une entité comme Ridge, où du coup, t'as
260 associés, 4500 personnes, t'arrives à embarquer sur ces sujets d'intelligence artificielle, et qu'est-ce que vous mettez en place? Écoute, là-dessus, il y a plein de sujets. Le premier, c'est l'accélération est franche. Et si on avait fait ce podcast il y a 6 mois, je pense que j'aurais eu un discours pas old school, mais autour de l'IA, en disant le temps d'adoption, ça va mettre du temps. Là, on voit quand même que ça vient très vite. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et on en parlait en préparant, nul ne sait ce qui va véritablement advenir dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Ça, c'est écrit. Et donc déjà, l'être humain n'aime pas vivre dans l'incertitude. Et alors, dans nos professions, parce qu'on a quand même quelques éléments de besoin de réassurance dans nos structures psychologiques moyennes, encore moins. Et donc, comment tu embrasses ça? Et pour moi, la meilleure manière, c'est de faire. C'est l'action. Parce que quand tu agis, eh ben, tu maîtrises ton destin. Tu sais pas si tu es en train d'aller sur la bonne direction ou pas, mais au moins, tu fais des choses. Et donc, le meilleur moyen de calmer son anxiété et de regarder plutôt les opportunités, c'est de faire. Alors, par rapport à ça, pourquoi nous, je dis pas qu'on est hyper confiant, parce qu'il va quand même falloir un peu bouger. Nous, on a construit une boîte en 2 ans. Hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est déjà un truc de fou. On s'en rend pas compte parce que c'était plutôt interne et c'était plutôt secret. Mais construire une boîte de 4500 personnes en 2 ans, et je te redisais tout ce qu'on a fait, la marque, l'IT, la mobilisation des équipes, la fidélisation des clients, l'embarquement des équipes, le changement de ERP, etc. On a déjà fait un truc de fou. Et donc l'organisation, je pense, notre équipe a déjà pris l'habitude de faire des choses rapidement à fort impact. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on va l'annoncer très rapidement. On accélère très fort à la rentrée. On a fait des POC, des pilotes, etc. Et donc on passe à l'échelle et on crée une véritable équipe qui regroupe des gens de la tech, des gens de l'IA, des gens du métier, des équipes de market, des équipes de com. On se met en organisation produit. On va travailler en sprint. Et toutes les 6 semaines, on va sortir un nouveau use case ou un agent IA. On commence ça en juillet. On livre les premiers agents à compter de septembre. Et donc, on va livrer, je pense, une 12, 18 use cases ou agents IA par an, 1 à 2 par mois, pour embarquer sur ce sujet. On met un peu de sous sur ce sujet. On va donner de la lisibilité. Et puis après, bien entendu, viendra l'adoption. Et certains de ces use cases, ils vont être utilisés par un nombre limité d'individus dans une approche très intra-entrepreneuriale. J'y vais, je vais très vite, je passe à l'échelle, je vais sur le marché. Et d'autres nécessiteront un temps d'adoption et d'accompagnement des équipes. De ce point de vue-là, la gouvernance qui est induite par notre ouverture du capital à un partenaire financier, pour moi, est une véritable chance. Parce que ça induit un rapport au temps qui est différent de celui de la profession. Et ça, c'est un autre sujet qu'on pourra évoquer, mais notre histoire, c'est un cabinet d'expertise comptable. On demeure une profession réglementée et je suis très attaché à ça. On est très impliqué dans les instances, etc. Mais on est en train de devenir une entreprise de service. Et une entreprise de service, quelle que soit sa taille, et je discute avec beaucoup de dirigeants de CAB, il y en a qui voient leur cabinet de 10, 20, 30, 50, 100 salariés comme des entreprises de service. Du coup, tu gères l'entreprise différemment et tu crées un rapport au temps différent. Et là-dessus, moi j'ai l'intime conviction, on en parle beaucoup, que le véritable sujet, ce sera la capacité à faire dans un laps de temps restreint
et on est quand même sur un laps de temps des 2 prochaines années. Et le fait d'avoir un partenaire qui lui-même a un rapport au temps plus court, un partenaire financier, c'est là pour 4, 5, 6 ans, et ben ça nous induit, je trouve, pas, j'aime pas le terme pression, parce que moi j'ai pas envie de travailler sous la pression, mais une mise en dynamique et une invitation à la prise de risque qui est très bonne. T'es obligé de bouger. Et du coup, ils sont là pour quoi, 4, 5 ou 6 ans? C'est une des questions qui piquent. Écoute, ouais, non, mais c'est là-dessus, tu sais, il faut démystifier. C'est assez rigolo quand même, parce que on a quand même plein de clients qu'on accompagne dans ce genre d'opération. On a plein de clients qui ont des investisseurs. On a plein de clients qu'on invite à un moment pour accélérer leur croissance à ouvrir le capital. Enfin, si tu fais bien ton boulot et que la boîte, elle fait une belle croissance, mais qu'elle est un peu serrée en BFR et qu'elle a déjà tiré à max sur les financements classiques, si tu fais ton boulot, à un moment, tu lui dis, bon, écoute, faut que tu ouvres ton capital maintenant, il faut que tu lèves, etc., etc. Et pas que les startups. Et nous, quand c'est pour notre secteur, c'est oulala, etc. Le sujet, nous, j'ai des super discussions avec nos partenaires, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que l'entreprise Ridge soit au bon endroit dans 3 ans. Et c'est ça qui nous guide. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochains mois. Ouais, mais 3 ans, pourquoi ? Parce qu'avant, il y aura eu l'IA, il y aura eu la facture électronique, et donc c'est maintenant que ça se joue. Et donc, l'horizon de sortie, c'est pas 3 ans, mais on sait que dans les 3 ou 4 prochaines années, il va falloir qu'on ait bien positionné l'entreprise pour, après, regarder ce qu'on fait. Et ça, on verra. Nul ne le sait. Hein. Non, et tout est en train de se créer. C'est ça qui est. Tu vois, c'est ça qui est plutôt sympa. Ouais. C'est quoi. En fait, en tant qu'entrepreneur, pour le coup, on a tous maintenant en main nos destins. Oui. On a des choix à faire. Oui. Et soit tu attends, tu passes, et à mon avis, ça va être complexe. Oui. Soit tu bouges, tu testes. Et tu bouges, tu testes, et c'est tout ce sujet. Pour ça que j'insiste sur le mot prendre son destin en main. Tu engages, tu fais des choses, des fois tu te plantes, mais tu avances. Et donc, nous, on est, il faut renforcer, on renforce notre offre, on accompagne nos équipes, on est manœuvrant sur le digital, on renforce notre culture entrepreneuriale, on avance, et puis on joue le truc, quoi. Et c'est marrant parce que tu as dit que donc, tu es une boîte d'expertise comptable à la base. Oui. Tu te considérais pas déjà comme une boîte de service ? Enfin, vous étiez pas une boîte de service, tu avais un switch à faire, ça permet de réaffirmer. On était déjà une entreprise pluridisciplinaire. Ouais, okay. C'est très fort, voilà. Donc là, on demeure une entreprise de conseil, mais par contre, le mode de gestion de notre entreprise devient de plus en plus celui d'une entreprise de service. Et je pense que c'est une super nouvelle, parce que c'est ce qui nous permet d'être manœuvrant, c'est ce qui permet de donner des parcours de carrière. Je te donne un exemple. L'ouverture du capital aux dits non diplômés. On en parle tout le temps et tout. Non, mais c'est un non-sujet. Donc, il y aurait des gens qui seraient intelligents parce qu'ils ont passé le diplôme et des gens qui seraient cons parce qu'ils ont fait une école de commerce au lieu de passer le diplôme d'expert comptable. Enfin, tu vois, donc... c'est déconnecté de la réalité. Voilà. Et comme l'ouverture du capital, donc il y a des enjeux réglementaires qu'il faut respecter, mais l'ouverture du capital aux managers... je dirais, pourquoi on n'ouvrirait pas le capital aux managers et que aux associés ? Pourquoi il y aurait une caste qui bénéficierait du truc et les autres, alors que c'est quand même eux qui font quand même tourner la boutique, qui ont les clients au téléphone tous les jours, ils n'auraient pas. Et donc je te donne cet exemple, je peux t'en donner plein d'autres. La rapidité de la prise de décision, la qualité du pilotage, le digital, c'est de la data, hein. Et c'est donc de l'indicateur. Hein. C'est ton funnel d'acquisition, ton taux d'adoption, ton taux d'usage. C'est data-driven en vilain anglais quand même. Hein. Et donc, c'est ça. Et donc ça, je pense que c'est une vraie accélération. C'est le vrai switch de passer dans l'entreprise. Tu montes une équipe, je trouve intéressant, je reviens dessus sur l'IA parce que ça va vite, tu montes une équipe pluridisciplinaire, donc tu vas avoir les gens du terrain, tu vas en mode produit, t'as dit en mode produit, donc tu vas shipper, si je continue la logique, tu vas shipper des fonctionnalités avec des cas d'usage, tu vas délivrer des cas d'usage mensuels. C'est presque une entité à part que tu pourrais revendre aux autres. Parce qu'en amont, on parlait des histoires d'agents. Mais tu vois, Ah ouais, non, mais tu sais, là-dessus, on va être entrepreneur. Donc, cette activité, elle va gérer sa vie. Et on va voir. Voilà, je mets un peu de sous au début. Après, pour être dans une logique très entrepreneuriale, on amorce.
Et après, l'idée, c'est qu'elle finance elle-même. Si ça marche, et t'as ton Bah labo, oui. Et donc, elle va elle-même financer sa croissance ou ses gains de renta pour pouvoir accroître sa capacité d'investissement. C'est des profils recrutés pour ça en mode vraiment projet BU, ou alors c'est des temps que tu libères sur... On fait les deux. On fait les deux. Ouais, parce que j'ai déjà une équipe digitale d'une 30aine de personnes, donc elle va un petit peu augmenter. Et après, c'est le subtil équilibre, la voix du client, la voix des équipes et des vrais digital et tech guys, quoi. Et donc, encore une fois, le sujet, c'est la capacité de cette équipe à travailler de manière collaborative, de s'écouter les uns les autres, de prendre les décisions rapidement, d'être courageux dans les choix. Et donc ça, c'est la dynamique d'équipe. Je crois beaucoup à ça. J'avais déjà lancé ça il y a quelques années, avec un succès mitigé, parce que j'avais un sujet de travail en silo, périmétrique. Ça marche pas. On avance, on met l'ego de côté et on va chercher de la valeur. Dans 5 ans, il y aura la facture électronique qui sera finalisée, même s'il y a encore un report. Non, il n'y aura pas de report, mais il y aura de la queue de comète. Ouais, il y aura de la queue de comète. Mais dans 5 ans, ça y est, tu vois, le gap sera fait, ce sera en place chez beaucoup de monde. Ouais. L'intelligence artificielle, ni toi ni moi ne savons où on sera, mais quoi qu'il, la seule chose qu'on sait, c'est que ce sera là. Oui. Ridge, dans tout ça, tu le vois où ? Dans le marché, tu vois, justement, dont on parle, un marché assez fragmenté. Qu'est-ce que tu vois comme place ? Nous, ce qu'on se souhaite, mais tu sais, on n'est pas grande gueule. Et des fois, ça me fait mal au cœur parce qu'on me dit, ouais, vous êtes gros et tout. Je dis, attends, nous, on réinvestit tout, on change de marque. Nous, on se vit pas comme gros, on se vit comme un collectif. Et on a la chance d'être ensemble pour pouvoir faire plein de trucs et aller plus vite. Et on a une humilité qui est très forte. Donc dans 5 ans, je pense qu'on aura réussi, c'est ce que je nous souhaite, à véritablement être le conseil préféré des entrepreneurs. C'est ça que moi je vise. Qui se disent, putain, pour développer ma boîte, si j'ai un coup dur, si je veux bien la piloter, bah je sais que chez Ridge, j'ai des gens qui ont un mindset entrepreneur, ils sont profondément sur l'humain, donc ils me répondent, ils viennent me voir, ils me mettent en relation avec leur écosystème, avec tout leur réseau relationnel. Et puis après, bah ils ont une putain de tech, et donc le quotidien c'est simple. Ça m'ouvre encore. Parce que je viens de voir l'heure et je sais que tu as le rendez-vous d'après, mais ça m'ouvre les questions et du coup, ça veut dire que tu reviendras. Mais c'est ça notre kiff, hein. Ouais, mais ça veut dire que tu vas revenir parce que tu vois, sur ça, moi j'ai un vrai sujet de comment tu arrives à diffuser une telle culture, parce que c'est de l'humain. C'est que de l'humain. Comment tu arrives à diffuser une telle culture pour savoir que partout, dans tous les bureaux que tu as, tous les Alexis entrepreneurs, quand ils appellent leurs collaborateurs là-bas, ils savent qu'ils ont cette écoute. Ce qui est un travail de branding, évidemment, mais après de diffusion, de culture d'entreprise. Comment tu arrives à faire ça? Tu as parlé de tech, comment tu assures? Enfin bref. Formation, leadership, je peux te parler beaucoup de leadership parce que tout ça, ça passe par, même si je suis pas dans la culture du chef, tu vois, après on peut en parler des heures, mais tu as un sujet de est-ce que la vision qu'on a ensemble, on y croit? Parce que si tu crois pas à la mission, et là tu vois, mission, vision, c'est des termes très bullshit, etc. Mais pour moi, c'est fondamental. Est-ce qu'il y a un truc auquel je crois? Et dans cette boîte, je me dis, bah, ils sont sincères, ils le font. Après, tu as tous les sujets de gestion du changement, formation, etc. OK. Mais après, tu as un vrai sujet de leadership. C'est-à-dire, est-ce que les associés, les managers, ils incarnent ça? J'ai trop. Enfin, ok. Et ça c'est un. Mais c'est passionnant, hein. Non, mais on va reprendre rendez-vous. Mais c'est un truc de dingue. C'est sûr que tu reviens l'an prochain, déjà pour suivre l'évolution, et puis parce que je veux qu'on continue de creuser ces sujets. Et en plus, d'ici l'an prochain, il y aura encore plein de choses. Non, franchement, 2 secondes avant que je te libère sur ça, par rapport à ces sujets potentiellement de management, de changement, est-ce que tu aurais une ressource à partager? Tu vois un livre qui t'a marqué? Tu parlais du coaching, j'adore le principe, et ça, je vais t'en parler en off en 2 secondes avant que tu files. Mais est-ce que tu as un livre, un truc qui t'a, ou quand tu l'as lu, tu l'as fermé, et tu t'es dit, tu vois, moi je te parlais juste avant de The One Thing qui est juste derrière toi. Je le garde toujours à vue d'œil pour me souvenir que tous les matins je dois penser à quel est l'essentiel qui me rendra la vie plus simple. Écoute, il y a plein de livres, hein. Il y a moi j'aime bien le bouquin, je peux t'en citer 2-3. J'aime bien le bouquin de
du créateur de Netflix qui s'appelle No Rules Rules. Ouais, la règle, pas de règle. Ouais, ça c'est assez énorme. J'aime beaucoup, même si le titre est un peu tapageur, le bouquin de Fabrice Midal qui s'appelle Foutez-vous la paix. Voilà, qui est plus sur la méditation, etc., mais qui est quand même vraiment sur juste accepter les choses, quoi. Voilà, on se calme, on est comme on est, on arrête de se faire mal en disant j'ai raté, j'aurais dû de. Ok, bon ben voilà, c'est comme c'est, et puis on avance. Donc ça c'est un bouquin qui, je dis pas que c'est un bouquin de chevet, mais c'est un très bon bouquin. Il y a un bouquin en anglais de Ray Diallo qui a fondé un énorme fonds d'investissement et qui explique comment est-ce qu'il a structuré l'entreprise. Voilà. C'est Principle ? Exactement, c'est ça ? Principle. Un bouquin de dingue. Et je trouve, tu vois, entre l'écoute de soi avec Fabrice Midal, la responsabilisation qui est le bouquin, en gros, l'acte fondamental du fondateur de Netflix, et Principle qui dit une boîte, ça s'organise autour de principes de gestion, de routine, de valeurs communes. Et ça, c'est ce qui guide le comportement de chacun. Tu vois, ça fait un truc. T'as un bon mix de tout, quoi. En fait. Qui commence un peu à tenir debout, quoi. Ouais, et puis même en termes d'ouverture, je trouve qu'en termes d'ouverture d'esprit, tu vois, le livre du fondateur de Netflix, La règle, pas de règle. Ah ouais. Même si tu peux pas tout prendre, mais parce que ça reste les US, et puis, mais au moins ça interroge. Et tu vois des trucs, tu dis, ok, t'as quand même une idée de concentration de talent. Ouais. Qui est intéressante, quoi, dans les résultats. Et ça, tu vois, après, on peut, mais ça revient au sujet du leadership, c'est que tu as un sujet, bien entendu, d'accompagnement, etc. Mais une boîte, ça se développe quand tu permets aux meilleurs de se développer. Ouais. On va revenir, tu reviens l'an prochain sur tous ces sujets. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de clôturer? Écoute, non, on a fait peut-être 20% de ce qu'on aurait pu se dire. Hein. Et pourtant, ça fait 1 heure. Et ça fait 1 heure, donc non, merci de cette séquence. J'espère avoir communiqué notre enthousiasme et le fait qu'on est des femmes et des hommes et que on prend du risque et en même temps on se fait un énorme kiff et on a envie d'élargir notre collectif. Voilà. C'est ça qui nous anime. Et du coup, si je veux te contacter sur LinkedIn, on met ton LinkedIn en description de ton Exactement. T'as vu que je réponds. Et tu réponds. Et à tu réponds. Ouais, non, voilà. Mais c'est ça qui est. Ouais. Tu sais, il y a ce truc, tu te dis, ok, le DG de. Et c'est moi qui gère mon LinkedIn. Hein. Donc voilà. Je confirme. C'est moi qui réponds. Voilà. Souvent, voilà, après le boulot, mais je le fais. Ouais, c'est peut-être tard, mais je le fais. Mais en tout cas, il y a une réponse et du coup, ça nous a amené ici. Et du coup, tu reviendras l'an prochain pour suivre l'aventure et reprendre toute cette ordre du jour que j'avais prévu. Super. Merci beaucoup Jérôme, c'était un vrai plaisir. Merci à tous. Si vous êtes encore avec nous jusque maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez 5 étoiles, mais surtout au-delà de ça, partagez-le au plus grand nombre parce que plus on est nombreux à écouter le podcast, plus on sera nombreux à faire évoluer nos cabinets en entreprise et donc rendre plus de services aux entrepreneurs, etc., etc. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.